Bien, bonjour tout le monde. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec deux championnes, donc Coralie et Sandrine, qui vont se présenter juste après pour un sujet extrêmement important, puisqu'il nous reste, je crois, plus que 2 mois pour choisir entre Google Analytics 4, GA4 et Matomo. Donc, ça va être vraiment pas mal. Donc, ce webinaire, on a à l'initiative de Sandrine et de Coralie, c'est parce que on a énormément de clients qui nous posent juste la question, qu'est-ce que je fais? On va être foutu, tout ça, tout va exploser. Donc, du coup, il faut faire un choix. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous aider à faire ce choix-là. Sandrine, est-ce que tu peux mettre le petit sommaire, s'il te plaît? Puisque au sommaire, nous allons voir le contexte, voir dans quel cadre tout ça s'inscrit. Bien entendu, on va présenter Coralie et Sandrine, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va voir la description des différentes solutions, on va voir les questions fréquentes, les interfaces. Et donc, le but du jeu, c'est qu'en à peu près 50 minutes, vous puissiez à la fin faire votre choix et vous dire « Ok, je vais installer l'un ou l'autre sur mon site web ». Du coup, qui sont nos invités? Eh bien, Coralie, notre experte du jour, qui est chef de projet web marketing chez Alixenco. Donc, je vous invite à ajouter Coralie Barbier sur LinkedIn pour ceux qui souhaitent poser potentiellement des questions à la fin de ce webinaire. Je vous indiquerai de faire la même chose aussi pour Sandrine. Et Coralie, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Merci Julien. Bonjour tout le monde. Donc Coralie, chef de projet web marketing chez Alixenco depuis 4 ans maintenant. Je suis mariée, on a 2 lapins, Tipex et Mini. Pour en savoir un peu plus sur moi, ma citation préférée est tirée d'un roman qui s'appelle Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez au cas où. C'est Dumbledore dans le tome 1 qui dit qu'on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve que ça correspond bien avec mon optimisme et le côté je préfère voir le verre à moitié plein. Et mon gâteau préféré, c'est le Royal au chocolat. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois que je participe à un webinaire. Donc, je suis vraiment très contente de l'animer avec Sandrine et Julien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à toi d'éclairer le monde avec le choix entre GA4 et Matomo. Et du coup, tu nous viens de l'exo-agence Alixenco. Tu peux nous dire en 30 secondes un peu ce que vous faites chez Alixenco? Ouais, très rapidement. Alors, on est une agence composée de chefs de projet web marketing à temps partagé. Donc, chaque jour, on travaille en fait pour un client différent. Notre force, c'est qu'on va être intégré directement chez nos clients, qui sont principalement des PME B2B dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que notre agence est située dans la Loire. Et notre mission, c'est d'élaborer des plans d'action web marketing, de piloter le déploiement, de créer les contenus nécessaires pour accroître soit la notoriété, la visibilité ou acquérir de nouveaux leads. Donc, notre force, c'est vraiment d'être directement chez nos clients parce que ça va nous permettre d'être directement en lien avec les dirigeants, les équipes commerciales, le service marketing et communication s'il y en a un. Et du coup, forcément, dans notre métier, c'est indispensable de faire de l'analyse statistique régulièrement. Pardon. Et ça nous permet de mesurer toutes les retombées de nos actions, tout ce qu'on a mis en place, voir si c'est performant, s'il faut faire des optimisations, des tests. Et c'est pour ça qu'on utilise maintenant depuis plusieurs années Matomo et on va vous présenter ça aujourd'hui. Parfait. Et du coup, on a la compétence sur l'autre outil avec Sandrine. Donc Sandrine, je te laisse te présenter. Merci Julien, merci Coralie. Bonjour à tous et ceux qui viennent juste de nous rejoindre, ceux qu'on connaît déjà. Ravie de retrouver d'ailleurs des gens familiers. Pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, moi j'interviens depuis 3 ans auprès de Pilotine au niveau de la partie conseil et formation web marketing. Et puis, bien sûr, chez Pilotine, on est amené, dans le cadre des refontes de sites web, à installer des solutions de tracking, d'où Google Analytics, tout ce sujet aujourd'hui. Et puis, on est amené aussi à s'en servir dans le cadre d'analyse des leviers d'acquisition, de conversion de nos clients. Moi, ma citation, Coralie, c'est « On apprend jusqu'au dernier jour ». Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. On a beaucoup nous-mêmes appris, d'ailleurs, en préparant ce webinaire. Je tiens à le dire. Donc, on est ravis de pouvoir partager tout ça avec vous. Et oui, j'aime le cheesecake. Ok. Alors, on va pouvoir démarrer?
Ouais, on va pouvoir démarrer. Et du coup, donc, pour donner un petit contexte, et peut-être ça serait bien dans le chat, si vous pouvez nous dire si vous êtes déjà passé sur Google Analytics 4, GA4, si vous êtes plutôt Matomo ou si bah, vous n'en savez strictement rien. Et du coup, bah, le but du jeu, c'est de faire le choix à la fin. Avant de rentrer dans le contexte, pour vous donner l'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez vraiment prendre une décision à la fin. Donc, on ne va pas être dans un fight en mode lequel est le meilleur, mais plutôt quelles sont les caractéristiques d'un outil et de l'autre pour que vous puissiez faire votre choix vraiment en toute connaissance de cause et que vous puissiez prendre l'outil qui vous plaît le plus. Donc, si vous pouvez nous indiquer un peu chez qui vous êtes actuellement, GA4, GA3, l'ancienne version, si vous êtes déjà sur Matomo, si vous ne savez même pas si vous avez un suivi de statistiques, ça nous donnera quelques billes un peu pour le suivi du webinaire. Donc, c'est parfait. Allez, petit fight entre les deux. Alors, pour donner un contexte, effectivement, en 2005, eh bien, il y a eu un lancement de Google Analytics avec un petit rachat. En 2017, du coup, la naissance de Piwik. Donc, Piwik, c'était anciennement Matomo, qui a changé de nom après. Donc, les deux sont nés à 2 ans d'intervalle, donc ça va. En 2012, du coup, Google lance UA, donc Universal Analytics. Donc, c'est aussi son petit nom, on lui donnait GA3. Piwik est devenu Matomo en 2018. Et du coup, en 2020, eh ben, Google a lancé GA4. Donc, pour être honnête, avant que la CNIL, que le RGPD et tout ça arrive, personne s'y intéressait vraiment trop. Mais bizarrement, depuis qu'on a annoncé que GA3 allait disparaître, et ben bizarrement, là, on s'y intéresse un petit peu plus, d'où l'intérêt du webinaire du jour, parce que il nous reste 2 mois pour faire notre choix. Sinon, on perd nos statistiques, donc ça serait un petit peu dommage. Donc, Google annonce la fin de UA, du coup, courant 2022, pardon. Et donc, du coup, au 1er juillet 2023, ça sera la fin des données avec GA3, donc Google Analytics 3. Et donc, du coup, il va falloir prendre une petite décision. Tout ça en lien, bien entendu, avec le côté CNIL, respect des données, le côté RGPD, où ils se sont dit, bon, avant, tout n'était pas anonymisé, donc il va falloir qu'on passe à une autre solution. Et du coup, c'était le but. Voilà pour le petit contexte. Et donc maintenant, on va passer à la description des solutions. Et on attaque directement par Matomo. C'est à toi, Coralie. C'est ça, merci beaucoup. Alors, Matomo, en effet, il pouvait être mieux connu entre 2007 et 2018 sous le nom de Piwik. Donc, c'est un logiciel libre et open source de mesures statistiques, ce qui en fait une alternative à Google Analytics. C'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui. Pour la petite anecdote, Matomo, en japonais, ça signifie honnête. Donc, c'est assez cohérent avec leur stratégie par rapport à la RGPD, on verra plus tard. Et du coup, Matomo, aujourd'hui, il est présent dans 190 pays, traduit en 54 langues. Et il est donc utilisé pour 1,5 million de sites Internet et 2,2% des sites français. Donc, pour entrer un petit peu plus dans le détail, Matomo est une solution pleinement RGPD approuvée par la CNIL, approuvée également par d'autres organisations gouvernementales, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique. Et on a 2 solutions, quelque chose qui le distingue pas mal, ça va être l'hébergement des données, ça va beaucoup nous intéresser. Et du coup, vous avez 2 options. Soit vous utilisez Matomo auto-hébergé sur vos serveurs. Dans ce cas-là, les données sont hébergées dans le pays de votre choix. Soit vous utilisez les serveurs de Matomo. Dans ce cas-là, on passe sur l'offre payante Matomo Cloud. Et dans ce cas-là, les données sont hébergées en Europe. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'échantillonnage des données. Donc, en fait, toutes les données qui vont remonter dans Matomo sont fiables. Chaque visite est comptabilisée, donc les rapports sont vraiment très, très complets. Le modèle de données est basé sur les visiteurs, ce qui signifie que toutes les données recueillies sont basées sur les comportements individuels, sur les actions réalisées, telles que les pages vues, le temps de visite sur une page donnée, les formulaires soumis ou toutes les actions que vous avez paramétrées. Et enfin, Matomo est un outil qui est régulièrement mis à jour, notamment grâce aux contributeurs et à la communauté importante sur laquelle il peut se baser et qu'il a derrière lui. Merci Coralie. Je vais rapidement présenter Google Analytics 4, le nouveau tracker de Google. Alors Google, tout le monde connaît, parce qu'à la base, c'est le moteur de recherche. Google Analytics étant la solution d'analyse, l'interface
Je fais la différence entre l'interface d'analyse qui s'appelle Google Analytics et les trackers, comme Julien a cité Universal Analytics, et Google Analytics 4, qui est le nouveau tracker dont on parle aujourd'hui. Donc, ce sont bien deux choses différentes. Google Analytics, il remonte de la data sur 86% du trafic dans le monde. C'est en France 65% des sites qui sont équipés. Et la raison aussi pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que fin mars, une étude a dévoilé qu'il y avait encore 59% des sites en France qui traquaient de la donnée Universal Analytics. Et c'est cette fameuse donnée qui avait amené une mise en demeure par la CNIL d'une société française en février dernier. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette accélération du déploiement de Google Analytics 4. Et c'est pour ça qu'il reste plus que 45 jours en réalité, puisque c'est le 1er juillet qu'il faudra avoir choisi une solution pour être vraiment conforme. Alors, je vais plutôt comparer Google Analytics 4 à Universal Analytics, puisque c'est ça qui est en jeu. La première chose, bien sûr, la raison pour laquelle Google a souhaité accélérer le déploiement de Google Analytics 4, c'est parce qu'il devait se mettre en conformité suite à cette mise en demeure. Ce n'est pas Google qui a été mis en demeure, c'est bien une société qui était utilisatrice. Et il l'a fait pour qu'il y ait un principe de conformité, pas seulement d'ailleurs avec l'Europe, mais avec différentes zones. Et on peut choisir d'être en conformité spécifiquement avec les attentes de l'Europe et de la CNIL. La deuxième particularité, puisque du coup, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été amenées dans ce nouveau tracker, le tracker du futur de Google Analytics, c'est de pouvoir regrouper, agréger des données qui sont à la fois des données web, sites web, mais aussi applications sur iOS ou sur Android. Et le but étant, bien sûr, de pouvoir suivre le parcours cross-platform des utilisateurs. La troisième très grosse modification, c'est que UA, qu'on appelle aussi GA3, était basé sur les sessions. Et là, Google Analytics 4 est basé sur les événements. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des événements qui sont automatiquement paramétrés et mis à disposition par Google Analytics, par GA4 dans votre interface de mesure. Avant, il fallait vraiment tout paramétrer. Là, il y a déjà des événements qui, de base, permettent de mesurer l'engagement des utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un tunnel, finalement, d'acquisition, conversion, fidélisation qui est complet. C'est ce qu'on appelle le tunnel AEM, acquisition, engagement, monétisation ou conversion quand on est en B2B. Et puis, quatrième élément majeur, bien sûr, on parle beaucoup d'IA en ce moment. Il y a du machine learning qui est intégré à Google Analytics 4. Donc, c'est un tracker qui est intelligent. Il sera en capacité à modéliser des comportements. La plupart du temps, toutes les données, comme le citait Coralie sur Matomo, sont des données exactes et réelles. Mais quand les volumes sont très, très importants, il est capable de modéliser. Et il est aussi capable, comme il est plus intelligent, de faire du prédictif. Il est capable aussi de générer des alertes quand il décèle des comportements qui sont inhabituels par rapport à ce qu'il a appris à constater sur votre site web ou votre application. Alors, Julien va synthétiser ce que les deux, finalement, nous permettent de faire. Alors, qu'est-ce que permettent de faire Google Analytics 4 et Matomo? Eh bien, en 1, il va permettre de faire le suivi des pages vues. Donc, les deux solutions vous permettent de voir un peu toutes les pages qui ont été vues sur votre site. Donc, ça permet de savoir les contenus qui fonctionnent le plus pour vous aider dans votre stratégie commerciale et marketing. En 2, ça vous permet de suivre aussi les événements. Alors ça, c'est bien, c'est de voir un peu les contenus qui engagent le plus. Parce que c'est chouette de voir que des gens consultent des pages, mais derrière, on va voir un peu tous les événements, dès que les gens vont cliquer, dès qu'ils vont télécharger quelque chose ou autre. Mais pour justement, on a en 3 le suivi des conversions aussi. Donc, ces deux solutions vont permettre de mettre des petits trackings qui vont permettre de savoir combien de personnes ont acheté tel produit, combien de personnes ont téléchargé tel livre blanc, ont rempli le formulaire de contact ou autre. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant pour avoir de la visibilité commerciale. Au niveau du prix, les deux solutions sont accessibles, ont une version gratuite. On va plutôt parler ils ont une version gratuite, donc ils sont tous les deux accessibles gratuitement si on le souhaite. Ensuite, en 5, on a la segmentation des données. Sur ces deux solutions, ça va vous permettre de segmenter un petit peu vos différentes données, de savoir, par exemple, depuis où les gens viennent et tous ces éléments-là. On va pouvoir faire une petite segmentation. On va pouvoir aussi, sur les deux outils, avoir des tableaux de bord personnalisés. Donc, vous allez pouvoir customiser pour savoir quelles sont les données vraiment intéressantes. Et les données qui vous intéressent, vous allez pouvoir faire un petit tableau de bord et suivre toutes les semaines, tous les mois, les mêmes données et avoir une évolution de ces données-là dans le temps. Vous pouvez du coup personnaliser, bien entendu, ces rapports. Vous pouvez même vous les envoyer régulièrement par mail ou autre. On a vraiment des fonctionnalités avancées là-dessus.
Et en dernier lieu, eh bien, tous les deux proposent une protection de la vie privée. Ce que ne faisait pas, ou là où Google Analytics 3 avait quelque chose de pas top, eh bien, ça a été corrigé et ça fonctionne sur les deux outils. Donc, on a une belle protection de la vie privée. Tout est confidentiel. On a plein de stats quand même, mais ça reste confidentiel. Au niveau des questions fréquentes maintenant, et je compte sur vous, Sandrine et Coralie, pour me donner les réponses. Alors, vous êtes prêtes? Question numéro 1. Sont-ils bien conformes à la RGPD? Alors oui, GA4 et Matomo sont tous les deux conformes. Donc, on a relevé différents critères. La liste n'est pas exhaustive, mais notamment pour tout ce qui est stockage des adresses IP et anonymisation des données. Là, on est sur 2 outils qui respectent vraiment ce critère sans problème. Concernant la durée de conservation des données, c'est variable puisque là, ça va vraiment être une question de paramétrage. Sur la version gratuite, entre guillemets, et qu'on utilise le plus de GA4, on va être sur du 2 ou 14 mois concernant la conservation des données. Sur Matomo, on est sur 13 mois par défaut, mais une fois de plus, dans les paramètres, vous pouvez modifier ça comme vous le souhaitez. La suppression des données se fait automatiquement forcément après la durée que vous aurez définie en amont. Et bien évidemment, il est possible pour chaque visiteur de demander la suppression de ces données personnelles sur les 2 sites. Après, sur les 2 outils. 2 points qu'il est important de souligner pour Matomo, puisque je suis team Matomo. La collecte de données peut être faite sans consentement sur Matomo. C'est quelque chose qui est approuvé par la CNIL. Il y a tous les outils d'analyse statistique ne peuvent pas faire ça, mais puisqu'ils répondent à certains critères, si on choisit d'utiliser des cookies qui sont uniquement qui ont uniquement une finalité limitée à la mesure d'audience et de performance du site internet pour savoir ce que font les visiteurs, l'ergonomie, s'il n'y a pas de bugs, ce genre de choses. Dans ce cas-là, il est possible d'utiliser Matomo sur votre site internet sans demander au préalable le consentement des visiteurs de votre site. Et enfin, la localisation du stockage des données, là, une fois de plus, c'est un bon point pour Matomo, puisqu'on l'a dit en introduction. Matomo, c'est un hébergement soit en Europe si vous utilisez Matomo Cloud. Et par contre, si vous stockez les données directement sur votre serveur, et bien dans ce cas-là, c'est votre pays au choix. Super. Bon, d'ailleurs, il y a un petit récap des 2 points sur lesquels Matomo a de l'avance sur cette question-là. Ok. Question suivante. Quelles sont les intégrations possibles avec ces 2 outils? Alors, les 2 outils, bien sûr, peuvent être intégrés. C'est un élément, je pense, majeur quand on veut choisir ce type de solution. Les 2 vont s'intégrer, bien sûr, à votre CMS, votre site web, que ce soit WordPress, que ce soit du Drupal, etc. Il va s'intégrer aussi à votre solution e-commerce, un Shopify ou un PrestaShop. Ils peuvent s'intégrer à différents outils web marketing. Vous pouvez connecter votre Slack si vous le souhaitez. Aujourd'hui, Matomo annonce une centaine d'intégrations qui sont nativement possibles sur la solution. L'écosystème particulier, lui, c'est celui qui va être attaché bien sûr à Google, puisqu'on sait que Google a un écosystème de solutions web marketing, Google Ads, Google Tag Manager, Looker Studio, etc. Et donc, lui, Google va vous permettre de vous intégrer très facilement et il développe de plus en plus justement les fonctionnalités liées au lien entre les outils dans son écosystème. Donc là, je dirais que pour accéder à quelqu'un qui utiliserait tous les outils, Google aura intérêt à travailler davantage avec un GA4. Ok, parfait. On a des bonnes réponses. Au niveau de la facilité de prise en main, alors, comment ils sont les 2? Sandrine? Alors, ok, je m'en occupe. Désolée. Alors, j'ai envie de dire, les 2 sont faciles à installer, puisque vous pouvez installer par le code, vous pouvez installer par un gestionnaire de balises. Google a son gestionnaire de balises, je l'ai cité tout à l'heure, Google Tag Manager, mais Matomo a son gestionnaire de balises, MTM, Matomo Tag Manager. En termes d'utilisation, on est sur des solutions qui sont... Ok, il y a de la complexité parce qu'on est sur des outils, des interfaces d'analyse de data, mais pas compliquées.
Après, ça demande quand même un petit peu de temps et de familiarisation, mais c'est un petit peu le cas, je dirais, pour les deux outils. Après, ce qu'on verra après, puisqu'on va vous les montrer, peut-être que vous allez trouver qu'il y a une interface qui est plus agréable que l'autre, peut-être plus colorée, plus lisible. En termes de communauté, on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur des grosses communautés. Il y a énormément de contenus qui sont produits sur les deux solutions. Il y a des systèmes de support, bien sûr, pour les deux. Il y a des tutos en ligne qui sont disponibles pour les deux. Peut-être une petite particularité, c'est que oui, Google va proposer toutes ces certifications à disposition qui vous permettent vous-même de monter en compétence et de vous évaluer sur ces outils. Donc là, je dirais utilisation peut-être plutôt Matomo, vous ferez vous-même votre idée, et certification sur les différentes solutions Google, c'est Google Analytics 4. Ok, parfait. Et au niveau du prix alors, comment on s'en sort? Eh ben, je pense qu'on va déjà répondre à une question que je viens de voir passer dans le chat. Alors, on l'a dit en intro également, GA4 et Matomo sont tous les deux accessibles en version gratuite et offrent déjà beaucoup de possibilités, notamment, je pense à Matomo parce que GA4, eh ben, forcément, c'est intégré dans tout l'écosystème Google et il faudrait que vous ayez un nombre de transactions vraiment, vraiment conséquent pour vouloir passer à la version Google 360. Du coup, la première différence côté Matomo, c'est tout simplement que si vous avez votre propre serveur et que vous souhaitez auto-héberger les données, dans ce cas-là, vous êtes sur une version gratuite. Sinon, pour héberger les données sur le cloud et les serveurs de Matomo, là, on passe à une version payante à partir de 19 € par mois. Ensuite, pour avoir également accès à un outil plus complet selon vos besoins, par exemple, si vous avez un site WooCommerce et que vous souhaitez avoir l'analyse des données directement sur Matomo, si vous souhaitez faire de l'A/B testing, si vous souhaitez aussi avoir des rapports chartés personnalisés par mail chaque mois, dans ce cas-là, c'est des options payantes. C'est en fait à la carte. Vous pouvez accéder à différentes options. C'est également pratique si vous souhaitez faire des liaisons et des intégrations. Dans ce cas-là, c'est possible, mais il faut mettre un petit complément en fait. Ok, parfait. Du coup, on va regarder un petit peu les différences principales entre chaque solution. Vous voulez que je fasse le récap du coup, Coralie et Sandrine? Allez, ça marche, vas-y Julien. Allez, ça roule. Donc au niveau d'Analytics, ce qu'on va noter, c'est qu'il y a un modèle de données centré vraiment sur les événements. On va vraiment pouvoir traquer un peu tous ces éléments-là et pouvoir créer des tableaux de bord, faire le suivi et tous ces éléments-là. Il y a une analyse de données avancée, y compris l'apprentissage automatique et la modélisation de données. Donc, ça permet d'aller un petit peu plus loin que la simple analyse de données. Il y a des intégrations avec d'autres produits Google. Donc, si vous utilisez aussi GTM, si vous utilisez aussi Google Ads, les signaux Google, Google Optimize, Data, Locker Studio et tout plein d'outils qui gravitent là-dedans, ça a l'air d'être plutôt quand même à privilégier. Et il y a des options de confidentialité, donc notamment en matière de consentement, le traitement des données adapté pour l'Union européenne. Donc tout ça, ça reste des options, donc il faut bien entendu bien les utiliser. Au niveau de Matomo, du coup, on a un modèle de données centré sur les visiteurs. Plutôt une personnalisation des données avancées sur des besoins de reporting spécifiques. On a parlé des heatmaps, donc ces cartes de chaleur, on va pouvoir savoir exactement où les gens cliquent et tout ça qui est intégré. Il y a des intégrations tierces qui sont disponibles avec de nombreuses plateformes, y compris des outils de gestion de contenu et des outils de marketing. Donc, en fonction des outils que vous utilisez, n'hésitez pas à vérifier avec quoi Matomo est compatible pour voir si justement c'est l'outil à privilégier. Et il y a des options quand même beaucoup plus avancées sur localisation des données, Union européenne, cookieless et tout ça pour la protection de la vie privée. Donc, en gros, si je résume et vous me coupez, si on est un marketeur pure souche et qu'on est déjà à fond dans l'environnement Google, GA4 a l'air d'être pas mal. Si on veut un côté respect de vie privée, qu'on a des chartes RSE assez avancées et qu'on veut être autonome et dire Google, j'en ai marre, Matomo a l'air d'être bien à privilégier aussi. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est déjà ça. Ok, ouais. C'est déjà un bon début. Merci Julien. Alors, on se propose de vous montrer les interfaces, comme ça on arrête un petit peu la théorie pour que vous fassiez une idée, mais on a vu dans le chat qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui étaient déjà des utilisateurs. On peut pas tout montrer au niveau des interfaces, on veut vous montrer plutôt des
des éléments majeurs et puis avoir une idée du rendu. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la personnalisation des rapports et déjà la partie justement tableau de bord à laquelle on faisait référence. Vous avez cette partie qui s'appelle, vous le savez, l'instantané des rapports, où c'est vous qui allez placer là les fiches qui vous intéressent. Là, vous êtes sur l'instantané des rapports de Pilotine avec les fiches qui nous intéressent. Petite fiche résumée de rapport ou voilà, fiche synthétique. On va pouvoir, dès l'instantané des rapports, comparer bien sûr des périodes de date. On va pouvoir rajouter aussi des comparaisons, si je veux comparer tel utilisateur par rapport à tel utilisateur, selon s'ils sont de Lyon ou d'ailleurs, par exemple, ou selon des tranches d'âge, etc. Bah, tous les critères que vous pouvez bien sûr imaginer. Et puis, je vais pouvoir toujours avec le petit crayon personnaliser. Donc, quand on voit un crayon, ça veut dire qu'on peut personnaliser. Et je vais pouvoir ici choisir, moi, les fiches qui m'intéressent. Je peux avoir 16 fiches dans mon tableau synthétique. Je peux en rajouter. Google nous en propose selon si effectivement je suis e-commerce, si je suis B2B, si j'ai une app, etc. etc. Et autre fiche, c'est parce que je vais pouvoir créer moi-même mes propres fiches si je le souhaite, à partir de rapports que j'aurais créés. Ça, on va le voir aussi. Donc, les rapports, ils vont être ici, vous voyez, répertoriés dans ce qu'on appelle un petit peu une bibliothèque de rapports. C'est un petit peu un catalogue de rapports. Il y a des bibliothèques qui sont proposées de base. Et là, j'ai créé une bibliothèque spécifiquement pour Pilotine, le cycle de vie Pilotine. Vous voyez, il y a des cycles de vie qui sont proposés par Google. On peut créer le sien. Et il y a des catalogues comme ça qui sont proposés et on peut créer soi-même sa collection. Comment on fait une fois qu'on a créé sa collection ou qu'on veut modifier une collection existante? Vous voyez, c'est du drag and drop. Je choisis les rapports qui sont déjà proposés. Google propose déjà beaucoup de rapports selon mon activité. Et je vais les rajouter dans ma collection. Et on va voir après, bien sûr, qu'on peut aussi, si jamais il y en a un qui n'existait pas, créer son propre rapport. Soit un rapport de synthèse, soit un rapport complet. Donc, je vais choisir le type de rapport qui m'intéresse ou alors totalement vide. Et si je crée un rapport totalement vide, c'est moi qui décide quelles sont les informations que je veux faire apparaître, les dimensions, les métriques pour mesurer ces dimensions. Et puis ensuite, je pourrais même choisir, au-delà du modèle de base qui est proposé, le type de graphique aussi que je veux voir apparaître dans mon rapport. Graphique de courbe, graphique, tout type de graphique qu'on peut imaginer. Et ça pourra aussi me permettre, comme vous l'avez vu, de créer une petite fiche que je rajouterai dans ma synthèse si je le souhaite. Donc, on va voir un exemple de rapport existant, parce que je peux aussi personnaliser un rapport existant une fois qu'il est créé, ou alors modifier un rapport qui est déjà proposé de base de Google dans un des catalogues. Donc là, par exemple, je vais dans, on va dire, mon catalogue de rapports. Je vais dans la partie acquisition des utilisateurs, d'où viennent nos utilisateurs. Donc là, j'ai différents types de rapports. On voit sur d'où viennent mes utilisateurs habituels ou d'où viennent mes nouveaux utilisateurs. Vous voyez, j'ai un rapport classique. Bien sûr, je vais pouvoir là ajouter des filtres. Si je veux, encore une fois, analyser un certain type d'utilisateurs, ceux qui viennent de Lyon, par exemple. Et je vais pouvoir aussi, à partir de là, je vais enlever le filtre, parfait. Je retrouve mes données, toujours en courbe, toujours en valeur absolue et données tableau. Et là, vous voyez qu'à nouveau, ce rapport, je peux le personnaliser. Par exemple, si ces informations-là, donc colonne d'événements par session, ne m'intéressent pas, je peux le retirer. Je pourrais rajouter d'autres informations dans ce tableau. Puis là, je peux l'enregistrer comme un nouveau rapport ou juste remplacer le rapport qui était précédemment proposé parce que finalement, cette donnée ne m'intéresse pas. Et vous voyez qu'à l'intérieur des rapports et du tableau, par exemple, les événements, puisque c'est ce sur quoi est basé Google Analytics 4, je peux choisir moi un événement en particulier. Et là, je peux choisir de savoir combien de personnes ont cliqué sur le site, sur le bouton webinar. Donc, peut-être certains d'entre vous, apparaissent dans le rapport. Donc ça, c'était la première chose, c'est la partie rapport et personnalisation. Et l'autre chose qui est vraiment nouvelle dans Google Analytics 4, c'est les techniques d'exploration. Les techniques d'exploration, ça fait référence au principe un petit peu de data visualisation. Quand je veux vraiment regarder quelque chose de particulier à un moment donné,
je vais pouvoir consulter des données plutôt d'un point de vue comportemental et j'ai ce que Google appelle des techniques d'observation qui sont déjà prêtes. Par exemple, le chevauchement des segments, l'exploration du chemin, justement, l'exploration de mon entonnoir de vente, où je peux même créer moi-même une technique si je le souhaite. Donc, je vais vous montrer 2 exemples. Un exemple qui est tout prêt, donc celui-là, vous le connaissez, c'est le tunnel de conversion. Sur un tunnel de conversion, je définis moi-même les étapes que je veux étudier. Et puis, bien sûr, là aussi, je peux mettre, par exemple, certains filtres pour voir à quelle étape j'ai un taux de conversion qui fonctionne ou au contraire, à quel endroit il va falloir peut-être améliorer le parcours de l'utilisateur. Et là, c'est un autre exemple. Si je suis en B2B, je peux très bien vouloir créer moi-même à un moment donné ou étudier moi-même une donnée. Là, en données libres, par exemple, je suis allée filtrer les personnes qui sont venues sur le site web pour télécharger la template de cahier des charges, par exemple, parce qu'on a beaucoup de templates téléchargeables sur le site. Et ça me permet de voir sur cet événement-là particulier que j'ai créé, c'est un événement personnalisé, de voir à quel endroit la template est téléchargée, le nombre d'utilisateurs ça fait partie des dimensions que j'ai choisies. Je voulais savoir combien d'utilisateurs avaient téléchargé la template. Je voulais savoir le nombre de fois où cette template avait été téléchargée et à quel endroit cette ressource aussi est téléchargée par les internautes. Donc, comme ça, Julien, il sait que la template cahier des charges, elle est téléchargée sur la page ressources, par exemple, du site web. Et troisième élément important, c'est la publicité dans GA4, qui est aussi un espace dédié dans l'interface qui n'existait pas avant dans UA. Et là, c'est vraiment justement cette partie data au sens pas juste tracking de ce qui se passe sur le site web, mais bien comment se comportent mes canaux d'acquisition. Donc là, je vais avoir la comparaison des modèles sur mes différents canaux d'acquisition. Vous voyez ici, j'ai choisi l'exemple d'aller voir ce qui se passe au niveau de Facebook. On est sur un site ici e-commerce. Ça me permet de savoir, sur Facebook, que ce soit du Facebook organique, du Facebook payant, qu'est-ce qui a contribué à la conversion, qu'est-ce qui a généré du revenu. On définit nos modèles basés sur les positions. Je ne vais pas rentrer là-dessus aujourd'hui. Ceux qui utilisent déjà GA4 ou des trackers ont l'habitude de ça. C'est des questions un petit peu plus pointues qui feraient l'objet d'un autre webinaire, je pense. Et puis, je peux aussi consulter ce qui s'appelle le chemin de conversion. Le chemin de conversion où on dit qu'en marketing, il faut 7 points de contact avant qu'une conversion se produise avec un prospect. Là, par exemple, c'était une cliente qui avait besoin de savoir systématiquement à partir d'un canal en particulier. Là, j'avais choisi l'organique Google. Elle avait toujours besoin de savoir sur un canal d'acquisition quel était son nombre de conversions lorsqu'il y avait 2 points de contact. Voilà, donc ce type de rapport-là, il existe et vous pouvez, comme vous le voyez à droite, toujours pareil, personnaliser ce rapport quand je veux, moi, connaître un indicateur particulier. On va regarder les rapports Matomo, Coralie. Exactement. Donc, comme toi, Sandrine, je vais commencer avec la partie tableau de bord et personnalisation pour que ceux qui sont sur GA4 ou qui n'ont pas d'outils ou qui sont déjà sur Matomo, pour qu'on refasse le point sur ce qu'il est possible de faire au niveau des tableaux de bord et de l'analyse des données. Donc, du coup, tout comme sur GA4, il est complètement possible de personnaliser ce tableau de bord. Ça fonctionne également avec des widgets, des petites fiches qu'on vient disposer comme on le souhaite. Le petit hic, c'est qu'on ne peut pas télécharger intégralement le tableau de bord, donc on peut télécharger chaque fiche éventuellement. Mais voilà, c'est le tout petit reproche qu'on pourrait le faire, mais ça n'empêche pas de faire des reportings quand même très sympas chaque mois, sans cela. Donc ici, on voit qu'on a notamment le suivi des objectifs. Pour chaque fiche, il est possible de changer la périodicité. Enfin, on peut mettre ça en mois, en semaine. On peut également télécharger chaque fiche. En haut, on pourra aussi changer la période sur laquelle on analyse les données et comparer avec une autre période également. Et on peut choisir pour certaines fiches de mettre un affichage un peu plus parlant sous forme de graphique, donc que ce soit sous camembert, histogramme, comme on le souhaite. Donc pour construire ce tableau de bord, ça se passe en haut dans tableau de bord, et là on a vraiment toute la série de widgets sur lesquels on peut choisir ce qui nous intéresse et les informations qu'on souhaite vraiment découvrir en un coup d'œil quand on se connecte à Matomo.
Et également, il est possible de faire un même rapport pour l'ensemble de nos clients si on est une agence, ou d'avoir différents rapports, ou même si vous êtes directement un annonceur, on peut avoir différents modèles de tableau de bord. Et tout à gauche, du coup, on a le menu avec l'ensemble des données qu'on peut retrouver sur Matomo et vraiment tout le détail relatif aux visiteurs, à leur comportement, les canaux d'acquisition, les objectifs, pour savoir un peu tout ce qui s'est passé sur votre site internet et donc pour voir toutes les données que Matomo nous remonte. Le deuxième élément qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui pour Matomo, c'est le suivi des campagnes. Parce donc en fait, Matomo, contrairement à Google, n'est pas directement intégré dans tout cet écosystème. Et si jamais vous avez des plans d'action marketing un peu détaillés avec avec l'utilisation de différents leviers, comme par exemple de la publicité en ligne, des campagnes email, si vous souhaitez suivre les indicateurs ou ce qui s'est passé suite à la publication d'une publication sur les réseaux sociaux, il y a un outil qui est très bien fait sur Matomo, une option très pratique, c'est le bâtisseur d'URL de campagne. En fait, c'est une option qui va nous permettre simplement de créer des URL personnalisées afin que toutes les données remontent directement sur Matomo. Donc, il suffit en fait de mettre l'URL de la page vers laquelle vous allez orienter vos prospects ou vos clients, que ce soit dans une campagne email, sur les réseaux sociaux, on l'a dit, ou bien avec les Facebook et Google Ads. Vous pouvez mettre le paramètre du nom de la campagne, donc un petit mot-clé qui vous permettra vraiment d'identifier la campagne en question. Donc ici, on a par exemple mis Facebook ou Google Ads éco-responsable. Et sinon, si vous avez beaucoup de campagnes Facebook, beaucoup de campagnes Google Ads, vous pouvez mettre en nom de campagne le levier et ensuite, dans paramètres de la campagne mot-clé, là, vous spécifiez un peu plus de quelle action il s'agit. Et comme ça, dans l'onglet campagne, vous pourrez voir tous les visiteurs qui sont réellement allés sur votre site internet depuis les différents leviers que vous avez mis en place et les objectifs qui ont été remplis grâce aux visiteurs, que ce soit un dépôt de formulaire, un téléchargement de catalogue. Vous avez toutes les données qui remontent comme ça pour suivre toutes les actions de vos campagnes. Le dernier point, je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Sandrine sur Matomo, c'est la transition des pages, un outil très pratique qui va nous permettre de mieux comprendre en fait le parcours des visiteurs sur le site internet. Donc en fait, on va choisir de visionner ça soit avec l'URL de la page, soit avec le titre de la page. Et ensuite, on va choisir la page qui nous intéresse. Donc là, on va rester sur une page d'accueil pour cet exemple. Ça va nous permettre de voir, en fait, au milieu, on a toutes les données de la page en question, donc notre page d'accueil. À gauche, on a toutes les actions qui ont été réalisées avant par les visiteurs. Et à droite, toutes les actions qui ont été réalisées après. Donc, ça nous permet de voir par quel canal est arrivé notre visiteur sur la page d'accueil, que ce soit des pages Google, des recherches internes si vous avez un moteur de recherche, les réseaux sociaux, des sites web, les campagnes, enfin c'est vraiment très complet. Au milieu, on a forcément les résultats par rapport à notre page en question et on voit aussi toutes les actions qui ont été réalisées avant. Donc l'intérêt de ça, ça va être notamment de savoir comment se comporte, enfin quelle est la performance de vos pages. Sandrine, on peut aller sur la slide d'après si tu veux, il y a une capture d'écran comme ça, on y verra plus clair, merci. Donc, ça va permettre de savoir, de connaître, d'identifier la performance de vos pages, savoir si ça convertit ou s'il faut les optimiser, si le taux de rebond est très important. Là, par exemple, cette capture, c'est sur la page de formulaire de contact. Donc, on voit qu'on a eu 132 visites et que cette page, finalement, vu qu'il y a 28 personnes qui ont atterri sur la page de remerciement, la page contact a converti à 30% les visiteurs. On voit également que 3 personnes sont sorties avec un lien sortant, donc probablement sur les réseaux sociaux, pour aller visiter les pages des réseaux sociaux. Et ça peut également être intéressant, donc poursuivre la performance de vos pages, savoir quand les optimiser. Et aussi, si vous avez développé, mis en place une stratégie de référencement naturel, ça va vous permettre un peu de vérifier le maillage entre vos pages. Potentiellement, les pages mères, les pages sœurs, vous verrez un peu si tout le jus SEO se comporte comme vous le souhaitez ou s'il y a des optimisations et des choses à faire pour que ça colle mieux à votre stratégie.
Super, merci beaucoup. Un petit récap. Petit récap, Julien. Allez, petit récap, chaud patate. Du coup, le choix entre Analytics, GA4 et Matomo va vraiment dépendre un peu de comment vous êtes organisé, ce dont vous avez réellement besoin. Et du coup, on vous a récapitulé un petit peu des choses à prendre en compte pour justement faire votre choix dans les meilleures conditions. Au niveau des fonctionnalités avancées, si vous êtes du coup à l'aise et cherchez un outil puissant. Donc on l'a vu, quand Sandrine a fait sa démo d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Sandrine elle a montré les évolutions un peu de GA4. Mais il y a aussi tous les basiques qui permettent de consulter les pages, tous ces éléments-là. Mais si on veut aller vraiment très loin, comme vous avez vu, ça demande sûrement un peu de compétences, mais avec GA4, vous allez être servi parce qu'il y a plein de fonctionnalités avancées. Ça peut faire peur, un petit peu comme ça, mais si vous êtes bien accompagné, si vous êtes fait former ou si vous prenez le temps d'aller dans l'interface, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais vous pouvez aller assez loin, vous avez des techniques d'analyse assez poussées. Si vous avez des besoins en termes d'intégration maintenant, donc avec des intégrations spécifiques avec d'autres outils, des plateformes tierces, et là, il faut juste vérifier est-ce que votre outil est bien interfaçable avec soit GA4, soit Matomo. Donc juste à bien checker. Si vous êtes sur les outils Google, là, il n'y a pas de question à se poser. Avec Google Analytics, vous allez être servi. Si vous avez d'autres éléments, par contre, si vous êtes sur d'autres outils, si vous voulez savoir si c'est connectable ou pas, il va falloir se renseigner, donc d'aller dans la liste des intégrations possibles avec chacun des outils. Et ensuite, en termes de confidentialité, donc si vous êtes à fond préoccupé par la confidentialité des données et souhaitez vraiment avoir un gros contrôle avec l'utilisation, l'hébergement Matomo, avec leur hébergement, du coup, la Matomo peut être un peu plus appropriée. Voilà un petit peu. Du coup, on arrive aux questions. Donc, il y a pas mal de questions sur le chat que je vais reprendre. Mais moi, j'en ai une. Si on est sur une utilisation, on va dire, hyper simpliste, c'est-à-dire, parce qu'il y en a pas mal aussi qui doivent nous regarder en disant, moi, je veux juste avoir mes stats et savoir combien j'ai de visiteurs qui viennent sur mon site internet. Quel est l'outil que vous recommanderiez? Ou vraiment, on ne veut pas s'embêter, on a juste un site vitrine et je veux savoir si j'ai 10 ou 150 visiteurs par mois, quoi. Moi, je dirais Google Analytics si on ne veut pas s'embêter, parce qu'il est gratuit. Ok. Et Coralie, toi? Et moi, je dirais Matomo. Je dirais Matomo parce que, pour la simplicité d'utilisation, je trouve qu'avec juste un site vitrine, il est vraiment très intuitif. Mais après, l'avantage, c'est qu'on a montré vraiment les deux univers, à quoi peuvent ressembler les outils. Donc après, je pense que c'est vraiment aussi selon l'attrait de chacun. Ça marche. Pour essayer de trouver un compromis, donc effectivement, si vous voulez être en budget zéro pointé et techniquement vous n'avez aucune connaissance, Analytics sera pas mal. Ouais. Si vous voulez pas beaucoup de fonctionnalités, si vous voulez des belles fonctionnalités et que vous voulez aussi du gratos, mais que vous êtes en mode RGPD à fond, tout ça, la Matomo sera pas mal, mais du coup, il faut que vous soyez un peu plus geek, entre guillemets, parce qu'il va falloir l'installer sur votre serveur. Si vous avez par contre le budget et que vous voulez de la simplicité et machin, Matomo, et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités et voilà, et vous êtes déjà dans la suite Google, peut-être GA4. Mais effectivement, il y a le côté soit je dépense, soit je m'y connais un peu techniquement, qui va sûrement faire un petit peu la différence. Ok, super. Alors, au niveau des questions, Gaël, tout ça. Alors, pour GA4, est-ce qu'il est donc nécessaire d'avoir le consentement? Parce que Coralie disait tout à l'heure que sur Matomo, on n'avait pas besoin d'avoir le consentement. En gros, on n'a pas besoin d'avoir la petite fenêtre qui s'affiche « Bonjour, voulez-vous qu'on stocke vos données ?» Est-ce qu'on est obligé avec GA4? Est-ce que c'est la vraie vérité? Est-ce que vraiment on enlève cet encart-là sur les sites avec Matomo ou on le laisse au final? Vas-y Sandrine, je te laisse attaquer. La particularité, c'est que sur GA4, tout est paramétrable. Donc, en fait, ce qu'a fait Google, c'est qu'il vous propose en fait de dire comment je veux utiliser GA4. Est-ce que je veux m'en servir juste pour faire ce que propose Matomo, c'est-à-dire juste de l'analyse sur mon site web, ou est-ce que je vais aussi m'en servir, comme on a vu, pour faire du web marketing, parce que je vais y rajouter du Google Ads, etc. Enfin, je vais aller chercher de l'information un petit peu plus loin et je vais même pousser de l'information un petit peu plus loin. Parce que la bannière de cookie, elle permet dans l'absolu à l'utilisateur de choisir est-ce que j'accepte juste effectivement les données qui vont être relatives à ce que je fais sur le site, ou est-ce que j'accepte aussi les cookies tiers? Et encore une fois, on en reparlera d'ailleurs parce que les cookies tiers vont s'arrêter normalement en 2024. Si vous paramétrez finalement votre Google Analytics 4 comme un Matomo, c'est-à-dire vous enlevez tous les éléments que la CNIL ne veut pas,
dans l'absolu, vous n'auriez pas besoin de bannière non plus. Bien souvent, on a besoin d'une bannière, quoi qu'il en soit, parce que peut-être que sur votre site web, vous avez d'autres choses. Il n'y a pas que un analytics type Matomo ou Google Analytics. Il peut aussi y avoir peut-être un autre tracker. Il peut y avoir un outil de marketing automation, par exemple. On a parlé de Heatmap. Vous avez peut-être un Hotjar. Vous avez peut-être d'autres choses. Donc, globalement, à partir du moment où il y a un tracking qui se fait sur le site, il faut qu'il y ait une bannière qui puisse reporter à une politique de consentement et de protection des données qui explique dans quel cadre vous les utilisez et qu'il faut bien sûr expliquer aussi si c'est dans le cadre de dispositifs publicitaires parce que là, c'est du cookie tiers. Et c'est un petit peu ça qui est dérangeant d'un point de vue aujourd'hui RGPD. Ok. Coralie, tu abondes ou tu as un petit complément d'information à apporter? Complètement, je suis entièrement d'accord avec Sandrine. Ok, ça roule. Donc, Gaël demandait qu'est-ce qu'apporte la version payante de Matomo, mais tu avais un petit peu répondu, hein, c'est pour éviter de mettre les mains dans le cambouis et d'y accéder directement sur leur offre hébergée, ou il y a d'autres éléments? Avoir plus d'options, plus de possibilités, c'est vraiment après à la carte et forcément si on met si on met la main au portefeuille, l'outil sera toujours plus performant et nous permettra d'analyser toujours plus de choses. Ok, donc plus évolutif, ça roule. C'est Virginie nous dit, on parle de plus de 50% de visiteurs qui refusent de donner leur consentement. Vous confirmez, et du coup, qu'est-ce qui se passe sur GA4 quand on marque refusé? On est foutu, du coup, il n'y a plus de stats? Alors, Google dit entre 3 et 12%, ce qui est une grosse marge quand même. Ce que fait Google par rapport à ça, c'est qu'il a rajouté dans Google Analytics 4 ce qu'on appelle les signaux Google. Et les signaux Google, c'est lorsqu'on a un compte Google, on utilise Google Chrome. Hein, en France, c'est 65% à peu près d'utilisation Google Chrome. On a un compte Google et à ce moment-là, Google vous a proposé, si vous le souhaitiez, de personnaliser les publicités qui vous seraient adressées. Et si vous avez accepté, en fait, vous fournissez des indicateurs, des signaux à Google. Et dans Google Analytics 4, vous avez la possibilité d'activer justement ces données-là où Google va compenser des données que vous n'auriez pas par la perte justement d'acceptation des cookies par les utilisateurs, par ces signaux que lui, il a sur 65% des utilisateurs du web qui utilisent Google Chrome. Okay. Après, dans l'absolu, bien souvent, ce qu'on dit, c'est si on veut savoir à l'instant T quel est mon ratio d'acceptation des cookies sur mon site web, à ce moment-là, on va croiser peut-être avec un autre outil. Par exemple, vous avez un formulaire où les gens sont inscrits, formulaire de contact, ou un formulaire où ils ont téléchargé un contenu. Vous avez bien sûr la donnée puisqu'on sait combien de contacts on a reçus, ou on sait combien de contenus ont été téléchargés, et on peut le recroiser avec la donnée qui est fournie dans l'outil d'analyse. Comme ça permet de faire un petit produit en croix et de se dire, moi, je me rends compte que il faut que j'extrapole de 10% mes données. Ok, il faut faire un peu de calcul mental alors, ça marche? Éventuellement, ouais. Coralie, tu as un truc à rajouter? C'est la partie de Sandrine, elle maîtrise. Ok. Et du coup, sur Matomo aussi, si les gens ne cliquent pas oui, on n'a pas les stats, quoi. Oui et non, ouais. S'ils ne cliquent pas, si on a paramétré de façon à avoir quand même les données sans le consentement, il y a quand même pas mal d'informations qui vont remonter. Ok. Alors, Célanie nous demande, on a parlé RGPD, mais il semblait que le problème de Google Analytics n'était pas sur la récolte des données, mais sur la transmission de celles-ci aux États-Unis. Méchant américain. Oui. Donc, est-ce que ça change quelque chose avec GA4? Oui, alors effectivement, c'est les deux. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la protection de la vie privée, protection des données, et il y a le sujet de où sont les données. Et c'est deux sujets à la fois distincts et communs, parce que si on partage des données, on ne veut pas en plus qu'elles aillent aux États-Unis. Ouais. Donc, le fait qu'il y ait des données transférées aux États-Unis, en soi, ce n'est pas forcément interdit, c'est juste pas bien vu parce qu'on considère que le modèle de protection des données aux États-Unis, il n'est pas au niveau de celui qu'on a en Europe. Donc, la CNIL, quand même, alerte un petit peu tout le monde par rapport à ça, mais la question se pose pour tous les outils qu'on utilise, d'ailleurs. Ça peut être le sujet d'actualité sur Facebook, encore une fois, etc.
Quoi qu'il en soit, comme GA4 anonymise les données, à la différence de GA3, UA, il n'y a pas de tracking IP, il n'y a pas de stockage et les données sont totalement anonymisées en Europe. Ce qui veut dire que même s'il y a de la donnée qui part, Ils en font rien, quoi. elle est anonyme. Il n'y a pas de data qui Ok. part. Les cookies, vous l'avez vu, de toute façon, ils ne sont pas stockés eux-mêmes dans le temps. Les utilisateurs inactifs, c'est pareil. Les données sont effacées au bout de 2 mois sur GA4. Donc, la question, finalement, elle est globalement résolue par GA4. Et dans le même temps, quand même, parce que la question des données qui partent aux États-Unis, c'est un sujet, globalement, Google ne fait que renforcer, en fait, son nombre de data centers en Europe. Il y a beaucoup de data centers. Il n'y en avait pas en France, il y en avait en Irlande, etc. Et là, fin 2022, Google a ouvert 3 data centers autour de la région parisienne. Donc, on sait que les gros, les GAFAM ont conscience du sujet et petit à petit, ils font pousser des data centers en Europe aussi pour que la donnée soit ici. Mais dans le cas de GA4, elle est anonymisée de toute façon. Ça marche. Et Coralie, pour Matomo, du coup, qui est hébergé en Corée du Nord, comment vous faites alors? Donc, l'hébergement local sur son serveur, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. La fuite des données en Corée du Nord, c'est chaud quand même. Non, les données sont hébergées soit sur le cloud en Europe, et sinon, selon où on souhaite, sur nos propres serveurs finalement. Donc, le pays est au choix. Allez, donc là, il y a une très bonne maîtrise. Parfait. N'est-il pas, donc question de Gaël, très pertinente, n'est-il pas alors pertinent d'installer GA4 et Matomo afin d'avoir une complémentarité des informations et un historique des données sur les 2 outils, toujours plus? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a des clients qui le font. Hein. Ouais. Ça ralentit pas un peu le site, ça, de rajouter plein de tracking dans tous les sens? Donc là, c'est au détriment de la performance. Ok, et ils sont contents ceux qui installent les 2 ou pas? Ouais, après on utilise, tu sais, des gestionnaires de balises. Donc oui, il y a un impact, mais qui est moindre que si tu mets plein de bouts de code sur ton site. Même avec un GTM, finalement, tu peux installer Matomo ou quoi qu'il en soit, Matomo propose MTM. C'est quand même des systèmes allégés. Mais donc Sandrine utilise beaucoup de mots techniques, mais GTM, c'est Google Tag Manager. Donc en installant ça, vous pouvez après mettre plein de codes de suivi sur votre site web. Et donc vous pouvez mettre Google Analytics 4, vous pouvez mettre Matomo. Donc là, c'est pour ceux qui s'en fichent, on va dire, du côté européen et RGPD, tout ça, mais qui veulent justement plutôt avoir plein de tableaux de bord et plein de données pour tout comparer. Là, vous pouvez mettre la totalité. Vous pouvez y aller. Par contre, effectivement, ça peut avoir un mini impact sur les performances. Parce que plus vous installez de suivi de vos données, plus vous installez des heatmaps, des machins, des bidules dans tous les sens, plus votre site va s'alourdir. C'est comme si dans votre véhicule, vous mettiez 150 boîtes à outils. À la fin, votre véhicule est un peu plus lourd et il va un peu moins vite sur l'autoroute. C'est logique. Ok. Mais donc, où ça se fait? Christelle demande, les mises à jour se feront en automatique et n'auront aucune incidence. Est-ce que c'est transparent pour nous? Mise à jour des consentements. Au niveau du consentement, je pense. Non, je ne sais pas de quoi parler, Christelle. Je ne sais pas si vous aviez... Si c'est la mise à jour des outils, côté Matomo, on a des... ça ne se fait pas automatiquement. On a une notification comme quoi il faut faire la mise à jour. Et, Ok. Et passage de GA3 à GA4, Sandrine, c'est automatique ou il faut faire quelque chose? Ah non, il faut le faire. Tous les gens qui sont encore sur UA, ils ont une énorme bannière, ils ont des emails que Google leur envoie régulièrement en leur disant « Attention, UA va s'arrêter ». La particularité, c'est que pour avoir de la donnée, il faut que le tracker remonte cette data. Et il n'y aura pas d'antériorité. Ce qui veut dire, si aujourd'hui je suis sur UA, alors déjà, je ne suis pas conforme, et en plus, si j'installe le tracker demain, je vais avoir de la donnée à partir de demain. Donc, pour comparer, il va falloir avoir un historique UA, un historique GA4. Donc, c'est pour ça que depuis 1 an, on pousse à installer GA4, c'est pour avoir de l'historique. Ok, donc on ne peut pas transmettre il n'y a pas de transfert de données, on ne peut pas exporter, réimporter les données, on est foutu, quoi. Non, foutu. Il faudra se faire des petits screenshots et regarder un peu ses stats, faire des petits exports, alors, histoire de garder les données. Ouais. Donc malheureusement, pour tous ceux qui vont installer dès demain GA4, vos données ne commenceront qu'à partir de demain. Donc il faudra conserver soit vos accès pour regarder les statistiques antérieures sur la partie GA3, soit faire des petits exports sur Excel en disant avant on avait tel stat tous les mois et puis maintenant on passe à ça. Ok. Virginie nous demande, lorsque les visiteurs refusent de donner leur consentement,
les balises envoient des pings à Google au lieu de stocker des cookies. Si vous utilisez Google Analytics 4, Google comble les lacunes de collecte des données à l'aide de la modélisation des conversions et de la modélisation du comportement. Ça signifie que GA4 extrapole le comportement s'il n'a pas de consentement. Donc en gros, est-ce qu'il invente des données? Est-ce qu'il en rajoute pour vous donner le nombre de visiteurs réels? Il est capable de le faire. Mais sur tous les rapports, il va vous dire est-ce que c'est un rapport où j'ai suffisamment de données et je donne la donnée exacte, ou est-ce que j'ai suffisamment de rapports pour modéliser les comportements. Encore une fois, comme je disais aussi, il y a l'aspect signaux qui rajoute des informations de type support, par exemple, technologie, appareil, parce que c'est une information qu'il a grâce au compte Google Chrome. Donc ça, c'est une information qu'il est capable de recomposer. Mais voilà, et pour pouvoir faire de la modélisation, il faut qu'il ait suffisamment de données et en tout cas, il a l'intelligence pour le faire. Et il vous déclare toujours si la donnée qu'il vous donne, c'est une donnée observée ou si c'est une donnée extrapolée. Ok, donc est-ce que dans la majorité des cas, quand il dira qu'il y a 4000 visiteurs par mois, est-ce qu'il sera à 20% vrai ou il sera plutôt à 98% réaliste? En fait, toi, sur ton rapport, il va te dire cette donnée-là, c'est une donnée 100% constatée sur ton site. Donc là, il faudra extrapoler alors. Non, s'il te dit là, tu as eu 4000 visiteurs, et il va te dire check, ça c'est 100% de données que j'ai observées. Donc, il faudra regarder un petit peu les petites notes de Google. Et sur Matomo, il dit toujours check ou warning. Ouais, ok. Et Coralie, sur Matomo, comment ça se matérialise? Eh bien, c'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie ça et on pourra donner la réponse éventuellement. Si on nous laisse un petit mail dans le chat, allez, je vérifierai avec une personne. Pour voir s'il faut extrapoler ou si, pareil, la donnée est plutôt correcte, tout ça. Ouais. Ok, dernière question d'Océane. Ce n'est qu'à partir du 31 décembre 2023 que nos historiques se suppriment, oui ou non, sur Analytics? Je viens de vérifier. Pardon. Non, je viens juste de vérifier, j'ouvre la page. En effet, les données devraient rester consultables pendant 6 mois à peu près, au moins 6 mois. Donc, il faut faire quelques petits exports sur Excel alors. À partir du 1er juillet, c'est juste que la donnée ne remonte plus. Donc, faites bien vos exports sur Excel ou où vous souhaitez, parce qu'après, c'est foutu, on n'a plus la donnée. Donc, il faut l'analyser un petit peu en amont. Ok, super. Eh ben, merci à vous deux pour ces belles explications. On a une petite slide. Hein, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous souhaitez en discuter avec Sandrine ou avec Coralie, vous avez préparé une petite slide. Vous avez des QR codes si vous souhaitez directement prendre rendez-vous avec Sandrine ou avec Coralie pour justement leur poser toutes vos questions. Donc, si vous voulez checker votre Analytics, votre Matomo, si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe, comment vous pourriez mieux l'utiliser, si vous voulez exporter vos données et justement pas les perdre, tout ça, et ben Sandrine et Coralie se proposent de vous filer un petit coup de main. Donc, n'hésitez pas soit à les ajouter sur LinkedIn et les contacter directement sur LinkedIn, soit à scanner le QR code et prendre un petit rendez-vous direct. Vous faites comme vous voulez, vous avez le choix. En tout cas, merci Coralie, merci Sandrine, c'était vraiment tip top. Donc là, normalement, tout le monde a tout en main pour se décider. Si jamais il y en a qui sont encore incertains, n'hésitez pas à poser des questions. On sera là pour vous filer la réponse en fonction de votre cas particulier, bien entendu. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente une excellente journée plutôt, un bon appétit d'ailleurs, parce qu'il est midi. Et puis, à la prochaine pour de prochains contenus intéressants sur du web marketing, du digital, du WordPress, comme vous voulez. À bientôt. Ciao, Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Salut.